Nous nous interrogerons sur les saints dans l'art, cacher ce saint que je ne saurais voir, censure, éloge ou sensualité. Voici la Vierge et l'Enfant entourés d'anges, portrait par Jean Fouquet, datant de 1450. Il est exposé au Musée royal des beaux-arts d'Anvers. Jean Fouquet n'a pas choisi n'importe quel modèle. Sous les traits de la mère de Jésus, ses contemporains reconnaissent ceux, fameux, de la maîtresse de Charles VII, Agnès Sorel. Voici une autre représentation d'Agnès Sorel, une miniature anonyme de la maîtresse du roi. Les traits sont bien proches de ceux de la Vierge à l'Enfant de Jean Fouquet. Certes, on reconnaît les traits du visage de la maîtresse du roi, mais pas que. On reconnaît surtout ce sein clairement sorti, voire montré, dans une perspective impossible de sphère parfaite. Pourquoi tant d'indécence, me direz-vous, à propos en plus de la maîtresse du roi? Tout simplement parce que Agnès Sorel est celle qui a lancé la mode du décolleté. La Vierge et l'Enfant entourés d'anges est en fait un diptyque, c'est-à-dire un tableau double. La partie gauche du tableau montre bien le regard des ecclésiastiques sur la Vierge, mais aussi sur ses seins. Le schéma suivant nous montre bien que les regards des ecclésiastiques, mais aussi toutes les lignes de la partie gauche du diptyque, convergent vers le cou de la Vierge, un tout petit peu au-dessus de ses seins, il faut raison garder. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans la composition du tableau, on note l'insistance sur la rotondité avec les nombreuses sphères. Les têtes redoublent les seins, et la courbe de composition du diptyque redouble enfin ce sein dénudé. Changement de décor, nous voici à Bologne, devant la fontaine de Neptune, construite en 1565. 90 jets d'eau, 4 paires de seins et un colossal Neptune pour dominer le tout. La fontaine rend hommage étrangement à un pape. Un ensemble statuaire monumental sur la Piazza del Nettuno, doté de 90 jets d'eau et d'une intense charge érotique, dans le style maniériste du Cinquecento à son apogée. Débauche minérale trempée par les eaux, on découvre 4 paires de seins pressés par les doigts menus de leurs propriétaires, des néréides offertes au regard concupiscent des passants. Ces sensuelles prêtresses des abysses, assises sur les 4 points cardinaux, figurent l'étendue du monde que dompte le dieu marin Neptune, symbole ici de la toute-puissance papale, Pie IV à l'époque. Les fontaines sont dites ubérales, du mot uber qui signifie saint en latin. Il s'agit d'un type de fontaine très répandu à la Renaissance, mais qui perdure encore aujourd'hui. Voici d'autres exemples de fontaines ubérales, contemporaines cette fois-ci. À gauche, la fontaine Stravinsky par Niki de Saint-Phal, et à droite, Ring, Sing and Drink for Trespassing de Lord Provost. Changement de décor, nous voici devant le portrait présumé de Gabrielle d'Estrées et de sa sœur la duchesse de Villars. Deux femmes nues dans leur bain qui fixent le spectateur, l'une pince le téton de l'autre. Pas de signature, mais deux modèles supposés posant pour ce peintre anonyme de la seconde école de Fontainebleau. Il s'agit de la blonde Gabrielle d'Estrées, le grand amour d'Henri IV, roi bien nommé le Vert galant, et d'une de ses sœurs, Julienne, la duchesse de Villars. Déjà, dans leur prime jeunesse, le père, Antoine d'Estrées, héritier de la petite aristocratie, surnomme ses filles les 7 péchés capitaux, tant elles étaient jolies. La belle Gabrielle d'Estrées n'a que 16 ans lorsqu'en 1571, le roi Henri IV, fou de désir, écarte son amant, offre à sa famille la ville de Chartres, afin de la mettre dans son lit. Plus elle se refuse, plus il l'aime. On regarde en détail, on s'aperçoit que ce tableau est plein de symboles forts. Pincer le téton signifie qu'elle est enceinte, et enceinte d'Henri IV. Dans la main de Gabrielle, la blonde, l'anneau, l'espoir d'être épousée avec ce descendant. Dans l'arrière-plan, un autre tableau avec un sexe de femme légèrement recouvert. Ce tableau n'est donc pas seulement un tableau avec deux femmes
les seins nus. Dernier tableau de notre parcours, le viol de René Magritte, datant de 1934. La ligne d'un cou planté comme un tronc d'arbre dans la plaine, les cheveux en feuillage d'automne soulevés par le vent, mais en guise de visage, les attributs sexuels féminins nous regardent. Ces seins nous regardent et par là même ce regard des yeux seins à pupilles tétons nous questionne. Ce portrait, décliné en maintes versions, prend pour titre le viol. Mais comme souvent, chez Magritte, ceci n'est pas un viol, ce serait trop simple. Magritte est effectivement spécialiste de ce que l'on appelle le titre disruptif, c'est-à-dire le titre trompeur. Lorsqu'il intitule ses tableaux « Ceci n'est pas une pipe » ou « Ceci n'est pas une pomme », Magritte veut signifier qu'il s'agit d'une représentation d'une pipe ou d'une représentation d'une pomme, et non pas des objets réels. Avec le tableau Le Viol, Magritte nous dit que ce qu'il nous donne à voir n'est pas un visage, n'est pas une femme nue, n'est pas une pomme, mais une peinture. Nous devenons alors le voyeur qui ne comprend pas ce qu'il voit, et nous percevons, nous prenons conscience de la dimension désirante du spectateur. C'est justement cette dimension désirante du statut du spectateur que Magritte voulait nous faire appréhender.